Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bon, on s'approche des 50 personnes sur ce webinaire. C'est plutôt intéressant. Bonjour à tous. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on commence par faire un tour de table, les garçons. Ça vous va? C'est Ça me va parfait. parfaitement. OK. Déjà, bienvenue à tout le monde sur ce webinaire organisé par GetAccept et Conisme, où j'ai le plaisir d'avoir été invitée. Donc déjà, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler outbound, on va parler prospection, on va parler du rôle du SDR, on va parler de plein de choses. Je pense qu'on va passer un très bon moment parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et peut-être que la première chose à faire, c'est de se présenter effectivement. Qui a envie de se lancer? Allez, Donovan. je me jette à l'eau. Donc, enchanté tout le monde. Donovan, donc BDR chez GetAccept depuis 1 an et demi. Pour faire très très simple, qu'est-ce que c'est GetAccept? C'est une plateforme qui a pour but de repenser au process sales et de manière plus générale à améliorer l'expérience de vente pour les prospects ainsi que pour les clients. Mais là, je ne suis pas là pour ça, donc je vous invite à aller sur le site directement de GetAccept si vous êtes curieux. Et donc, moi, je m'appelle Edmond, je suis SDR chez Cognizum, et ce depuis maintenant 7 mois. Et Cognizum, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? On est une plateforme de prospection. Donc, on est une entreprise londonienne de base qui est en France depuis pas si longtemps que ça. Donc, je suis un des 4 premiers employés en France. Et puis, donc voilà, on arrive sur le marché français. On est l'entreprise qui a racheté Casper. Peut-être que ça parlera plus aux gens. Et donc voilà, c'est un petit peu ça. Ouais, je pense que tu viens de parler à beaucoup de personnes. Ok, merci, merci pour cette présentation. Je vais faire de même. Donc, moi, je m'appelle Vanessa Msili. Je suis sales coach chez Iconoclast. Alors, sales coach, ça veut dire quoi? Je suis formatrice en vente. Donc, je forme aussi bien des personnes qui vont être en reconversion professionnelle sur tous les métiers de la vente, mais je forme également en entreprise pour des équipes qui sont déjà en place et qui ont envie d'améliorer leur performance et d'aller atteindre tous ces objectifs qui nous sont fixés. Et moi, pour ma part, j'ai un très gros passé de commerciale et de directrice commerciale. Je pense que je suis la plus, euh, la plus vieille de la bande. Donc, ça va être intéressant aussi pour nous d'aller confronter des points de vue qui sont peut-être un peu différents par cette différence de génération. Pas tant que ça non plus, mais je pense que ça va être intéressant. Donc, on peut peut-être commencer. C'est parti. Allez, c'est parti. Moi, j'ai pas mal de questions pour vous, messieurs. Je trouve que de plus en plus, le métier d'SDR reprend un petit peu ses lettres de noblesse parce qu'il a été, à mon sens en tout cas, très souvent mal perçu peut-être, mal appréhendé et peut-être aussi comparé à des métiers comme de la téléprospection sur des très grands plateaux avec tous ces gens qui nous appellent tous les jours pour faire des sondages et autres. Et moi, j'aimerais comprendre aujourd'hui, vous, comment est-ce que vous vivez votre métier et c'est quoi pour vous être allez, on va le dire, être un bon SDR? Ouais, du coup, nous, quand on a notre première conversation avec Donovan, c'était un petit peu sur direct le truc dont on était d'accord dessus, c'est que effectivement la vision du SDR aujourd'hui, elle pourrait être mieux et qu'elle n'est pas forcément très juste. Effectivement, peut-être ça s'améliore sûrement, mais ouais, pour moi, cette vision-là, je suis assez d'accord avec toi qu'elle a été beaucoup endommagée par la prospection B2C, qui est une prospection qui est, on ne peut pas faire plus froid, quoi. Il n'y a aucune connexion et du coup, pour retrouver ces lettres de noblesse, ouais, le bon SDR, il faut qu'il personnalise, il faut qu'il fasse ses recherches et c'est ça qui est le plus important et c'est ça que moi je prône dans mon travail, c'est en fait, on est le premier lien avec donc d'un prospect avec l'entreprise et donc faut pouvoir représenter ça un maximum. Donc voilà, en quelques mots.
Moi, je pense que au-delà de tout ça, je pense qu'il faut surtout remettre de l'humain. Je Ouais. pense que c'est le terme aujourd'hui. C'est mettre de l'humain, que ce soit en tant que BDR ou qu'importe, hein, quelle que soit la fonction du commercial aujourd'hui, mais c'est surtout être dans la compréhension et dans l'humain. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a aussi, je pense, oublié. Et je pense que c'est hyper important et j'invite toutes les entreprises à avoir ce mot-là aujourd'hui, c'est vraiment être dans l'humain. Et moi, je me plais à passer des calls et il ne faut pas prendre ça aujourd'hui comme une marche trop dure. Il n'y a rien de dur aujourd'hui. Voilà, il faut y aller en toute décontraction. Tout va bien se passer. Je suis très alignée avec ce que vous venez de dire. Dans mon métier, forcément, je forme des futurs SDR, BDR, peu importe comment on les appelle. Je forme aussi des équipes SDR qui sont déjà en place dans les entreprises. Et pour ceux qui sont déjà en place, c'est peut-être un petit peu différent, quoique. Mais je me rends compte qu'on comprend mal ce métier parfois. Juste pour faire un rappel, je pense que c'est clair dans la tête de tout le monde, mais c'est peut-être bien quand même de le rappeler, le SDR, il est en amont d'une chaîne qui va transformer au fur et à mesure sur chaque étape. Mais si le premier maillon de la chaîne est mal attaché, le reste ne fonctionne pas. Donc, le rôle du SDR, pour moi, en tout cas à mes yeux, c'est un rôle qui est extrêmement important dans une entreprise. Et quand je vois des jeunes et des moins jeunes, qui veulent se former à ce métier et qui me disent non, mais moi, je n'ai pas envie de passer des appels toute la journée, je n'ai pas envie de faire 100 calls toute la journée, ce n'est pas possible. Je dis, mais en fait, il faut que tu comprennes pourquoi tu fais 100 calls toute la journée. Ce n'est pas juste faire 100 calls de manière bête et méchante en appliquant un discours qui parfois n'est pas le bon. Non, il y a une vraie réflexion chez le SDR. Je te rejoins parfaitement, Donovan, quand tu dis qu'il faut remettre de l'humain. Il faut bien comprendre encore une fois que vous êtes le tout premier lien, contact, représentation de votre entreprise, du produit que vous vendez. Donc, si ce premier lien, il est établi de la bonne manière, avec une belle relation de confiance avec le prospect, qui, on l'espère, deviendra client si le reste de la chaîne fait bien son travail, c'est gagné. Donc, le SDR, à mon sens, il a un rôle qui est extrêmement important, pas juste une prise de rendez-vous, parce que ça, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, tout le monde peut le faire. Ouais. Décrocher son téléphone, appliquer un pitch, tout le monde peut le faire. Mais tout le monde ne peut pas bien le faire. Et justement, transition parfaite. Aujourd'hui, vous, au-delà de cette prise de rendez-vous, comment est-ce que vous appréhendez votre travail? Qu'est-ce que vous y mettez de plus qu'une simple prise de rendez-vous? Je pense déjà il y a une base essentielle, c'est d'être dans la compréhension. Donc déjà comprendre son prospect, savoir quels sont ses besoins. Ce que je dis souvent, c'est qu'un nom aujourd'hui n'est pas forcément le nom de demain. Donc, ce n'est pas grave si le prospect dit non. Il a peut-être d'autres priorités, d'autres objectifs. Et l'essentiel, c'est de pouvoir le relancer. Et justement, ça passe aussi par avoir une relation de confiance. Et donc, ce n'est pas forcément tout de suite. Et donc, je pense aussi qu'on doit avoir ce rôle de conseil et d'expert plus que d'être vraiment dans la prise de rendez-vous absolue. C'est pas grave si on n'a pas le rendez-vous tout de suite. Ça peut être reporté à dans un mois, à dans 2 mois. L'essentiel, c'est aussi de faire son métier correctement. Et de le faire correctement, ça demande aussi à être organisé et donc à relancer son prospect. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et ouais, pour revenir un petit peu à ce que tu disais, toi, Vanessa, c'est très important le rôle du SDR pour vraiment, ça instaure le rythme de tout ce qui va se passer après dans tout le processus de sales. Et donc, c'est très important d'adopter une posture du coup de conseiller, comme tu l'as dit, Donovan. Et pour moi, c'est vraiment la posture que j'adopte. Elle est peut-être un peu différente dans le sens où pour moi, c'est un métier de recherche en fait. Et donc pas effectivement pas essayer de boucler le meeting à tout prix, mais en fait de construire un cas. Donc moi, ce que je fais beaucoup personnellement, c'est que je vais parler avec des personnes qui sont un petit peu comme moi, des postes du coup non décisionnaires dans une boîte, et vraiment construire un cas et essayer de comprendre les différents problèmes qu'il y a à chaque étage de l'entreprise.
et développer tout ça, avoir une idée claire de ce qui se passe. Et pour que quand j'arrive au décideur, à la personne à qui j'ai envie de parler, je peux vraiment faire un truc clair, dire bah, écoute, j'ai parlé avec un tel, j'ai remarqué ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'on pourrait vous aider avec ça, 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 ça. Et donc ouais, vraiment un métier de recherche. Et c'est là que pour moi, le rôle du SDR a évolué. C'était que c'est ça, c'est plus le truc bête et méchant d'un appel B2C où tu sais pas ce qui se passe, mais vraiment une collecte d'informations et une création d'un cas. Oui, c'est intéressant. Je vais rebondir sur ce que vous dites tous les deux. Si je dois reformuler un petit peu tout ça, c'est que d'une part, effectivement, il y a une grosse organisation à avoir quand on veut être un bon SDR. C'est vrai que ça peut être assez chronophage, ces tâches assez répétitives aussi, mais je dirais que, pour rebondir sur ce que tu dis, Edmond, quand on y met du sens, ça change complètement le prisme avec lequel on aborde ce métier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Edmond a complètement raison et j'engage les SDR à aller plus loin dans leur travail quand on arrive à faire un beau maillage de son compte, de quadriller bien comme il faut tous les interlocuteurs qu'on a. Et ça, c'est le rôle du SDR. Derrière, ça donne un mapping extrêmement précis, extrêmement puissant, pour peu qu'en plus, il soit bien rempli dans le CRM. Alors là, derrière, ça déroule. Parce que bon, on peut en parler un petit peu du CRM ou pas. Est-ce que vous êtes… Ça va? On peut en parler si. Non, mais c'est pas le sujet. On fera un autre webinaire pour ça. Non, mais blague à part, évidemment, quand on va un peu plus loin dans son métier d'SDR, quand on fait un vrai maillage, quand on arrive à avoir une belle compréhension de son compte, c'est plus un rendez-vous qu'on prend. C'est un rendez-vous avec une qualification qui est extrêmement puissante pour que derrière, la personne qui va prendre ce compte pour aller le travailler, pour aller le transformer, le travail est déjà bien amorcé. Ouais. Et je pense qu'il est là l'intérêt du SDR. Et on remet de plus en plus de la personnalisation sur cette prospection. Et moi, je suis tellement pour la personnalisation. Ouais. On a eu ce débat un petit peu quand on s'est rencontrés, intelligence artificielle ou pas, personnalisation ou pas. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais plus vous personnalisez et plus vous avez de la matière dans votre compte et plus vous avancez sereinement. En tout cas, plus les AE derrière vont avancer sereinement pour aller transformer ce compte-là. Ouais, et je pense encore, pour amener ça encore un petit peu plus loin, ça, du point de vue de l'entreprise, absolument. Mais moi, j'implore les SDR d'un point de vue personnel pour la satisfaction. Moi, je ne pourrais pas faire un travail sans faire tous ces pas-là pour essayer de comprendre. C'est beaucoup plus satisfaisant de récupérer un meeting après avoir bien fait son travail, après avoir fait un beau compte. En fait, ton métier devient juste beaucoup plus satisfaisant. Ouais. Bien sûr. En plus, si moi je peux rebondir là-dessus, pour les juniors qui viennent de commencer, avoir la preuve sociale, c'est-à-dire d'avoir eu déjà quelques appels en amont d'appeler un décisionnaire, c'est quand même beaucoup plus simple que d'appeler un décisionnaire à froid. Donc, j'invite aussi tous les juniors à faire cet exercice-là. Moi, je l'ai fait chez GetAccept et c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper. Et c'est quand même beaucoup plus simple d'appeler un décisionnaire quand on a quand même quelques informations en amont d'un appel d'un décisionnaire. Parce qu'un décisionnaire, moi, dans mon métier, c'est des C-level. Je pense qu'ils n'ont pas forcément le temps. Donc, si on arrive à cibler tout de suite, c'est quand même beaucoup plus simple. Et on a plus de chances d'obtenir aussi le rendez-vous. Bien sûr. Et moi, je vais me permettre de rajouter autre chose. Je trouve qu'effectivement, l'appel à froid peut être parfois un peu compliqué pour plein de raisons. Donc, aller préchauffer son audience, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Comment est-ce qu'on préchauffe une audience? Même si on est SDR, on peut très bien aller préchauffer l'audience. On va essayer d'aller utiliser du multicanal. Aujourd'hui, on a énormément de canaux à disposition. À vous de choisir les bons canaux, mais on peut se dire très bien, moi,
effectivement, mon travail, c'est d'aller passer du call, mais pour qu'il soit efficace, peut-être qu'avant, je vais pouvoir aller travailler cette cible-là, les leads qu'on m'envoie, tout simplement avec une connexion LinkedIn, par exemple, un premier message sur LinkedIn, aller regarder un petit peu ce que fait son interlocuteur en allant commenter, liker, un premier mail, même si on sait très bien qu'il tombera dans aux oubliettes, mais ce n'est pas grave. C'est autant pour moi de portes, pas de portes, mais c'est autant de clés qu'on se donne pour aller derrière déverrouiller une porte quand on l'a au téléphone. C'est beaucoup plus simple, je trouve, d'aller rebondir sur « j'ai beaucoup aimé votre post LinkedIn, je l'ai commenté, je vous ai envoyé un message, je vous ai envoyé du contenu. » Alors, bien sûr, parfois, ce n'est pas le rôle du SDR et ce n'est pas ce qu'on lui demande. Mais si vous avez cette liberté-là dans vos entreprises, et là, je parle aux managers, laissez de la liberté aux SDR. Laissez-les être créatifs. Je pense que c'est hyper important d'avoir cette créativité. Et moi, justement, Donovan et Edmond, moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous faites. C'est quoi la secret sauce, les petits tips en plus? Allez, balancez-les, soyez sympas, aidez les copains. Ouais. Après, il n'y a pas forcément de méthode miracle. Après, la préparation, je pense que c'est la clé pour pouvoir réussir dans ce métier-là et de durer aussi dans ce métier-là. Moi, le conseil que je peux donner, c'est vraiment de travailler son mapping, de bien connaître son persona. Moi, je fais quelque chose qui marche plutôt bien chez moi. Quand je décide d'appeler un persona, je prends un exemple concret, un CMO, je ne vais faire que des CMO. Je ne vais pas aller m'égarer à appeler d'autres C-level. Et je ne vais faire de bien comprendre la problématique, parce que si tu t'adresses à 10 CMO, au troisième, au quatrième, je pense que tu sens bien ce que tu vas pouvoir leur apporter, même sur le verbatim, même sur la manière de les aborder. Ouais, je trouve que c'est une très, très bonne idée de faire ça. En fait, ça évite beaucoup de problèmes et ça évite aussi de se disperser. Donc, je prends 20 personas du même persona et comme ça me permet d'être beaucoup plus efficace. Et je sais qu'à la fin, normalement, si je ne suis pas trop mauvais, je pense que je peux récupérer au moins un rendez-vous. Ouais. S'il y a d'autres astuces, je suis preneur aussi. Ouais, non, enfin, j'aimerais bien y avoir une sauce secrète. Et si quelqu'un a la sauce secrète, s'il vous plaît, dites-moi. Non, il n'y a pas de sauce secrète. Pour moi, c'est comme tout, en fait. Il faut faire son travail bien et faire ça avec un vrai but. Et puis ouais, un petit peu ce que j'ai dit, pour moi, c'est vraiment construire le compte, essayer d'avoir le plus de conversations possible et surtout de ne pas sous-estimer que l'impact qu'on a en parlant avec quelqu'un, cette personne va aussi parler. Si on est intéressant, si on a un impact, elle va parler avec les personnes de son entreprise aussi. Et donc, c'est quelque chose de très important, d'essayer d'avoir le plus de relations, le plus de conversations possibles intéressantes avec les gens, surtout pas sous-estimer ça. Voilà. Ok, donc une bonne préparation, un bon mapping, connaître son persona, créer du lien, donner du sens à l'échange. Moi, je rajouterais une dernière chose, parce que c'est quelque chose peut-être qui me tient à cœur et je crois que c'est ce qui me caractérise aussi, c'est l'énergie qu'on va évidemment mettre dans le call et dans l'échange qu'on va avoir. Je le dis tout le temps, c'est une phrase qu'on dit souvent, mais je pense qu'elle a vraiment du sens. On n'a pas deux chances de faire une bonne première impression. Donc, ce premier échange au téléphone qu'on va avoir, il faut qu'il soit impactant. Il faut qu'on se rappelle de vous. Et c'est ce que je dis aux gens que je coach. Je ne veux pas que vous soyez le commercial de plus ou le SDR de plus. Je veux qu'on se rappelle de vous. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est beaucoup prospecté. On sait qu'on prospecte beaucoup sur du B2B. Donc, on en a 3, 4, 5 SDR au téléphone de 3, 4, 5 entreprises différentes. Pourquoi est-ce que je vais me rappeler de Donovan plus qu'Edmond? Ou pourquoi est-ce que je vais me rappeler d'Edmond plus que Jonathan? Juste parce qu'en fait, l'impression qu'il va me donner, l'énergie qu'il va mettre, l'enthousiasme qu'il va mettre à me présenter son produit, à échanger avec moi,
mais je vais m'en rappeler. Si j'ai quelqu'un qui est content de m'avoir au téléphone, mais moi, personnellement, ça me met en joie. Mais vraiment. Donc, je sais que c'est pas facile tous les jours de passer 70, 80, 100 calls, qu'on peut avoir une énergie qui redescend, mais elle est importante, cette énergie-là. Elle fait partie du travail de SDR. Ouais. Et une petite question pour toi, Vanessa. Donc moi, je suis d'accord, j'aime beaucoup être enthousiaste. Est-ce que tu penses que c'est plus important d'avoir cet enthousiasme-là ou un petit peu de rencontrer le prospect et de un peu de match son énergie à lui? Je crois qu'il faut avant tout être soi-même. Parce que Donovan, il rigole parce qu'il me connaît un peu. Nous avons déjà eu ces débats ensemble. Mais oui, je crois qu'il faut être soi-même parce que c'est aussi une personnalité qui plaît. Bien sûr qu'il faut faire preuve d'adaptabilité. C'est un des skills, une des compétences les plus importantes dans la vente. S'adapter à son interlocuteur, c'est extrêmement important, bien sûr, mais rester soi-même, je pense que ça l'est tout autant. Et donc, on parle beaucoup des profils, les jaunes, les bleus, les rouges, les verts. Bien sûr que c'est important, mais tout le monde n'est pas capable de sentir ça. Si vous l'êtes et que vous arrivez à vous adapter au profil que vous avez en face de vous, fine, allez-y, faites-le. Si jamais c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise parce que vous n'en êtes pas encore là dans votre maturité de sales, ben, restez vous-même. Restez vous-même. Ça passera. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Edmond? Ouais, je suis assez content de ta réponse. Ok. Je rebondis sur la préparation. Comment est-ce que vous vous préparez, vous, avant un call? Parce que moi j'ai ma préparation, mais moi, je suis curieuse d'avoir la vôtre. Oh, moi, ça va être très, très simple. Hein. Je bois de l'eau, donc généralement… Ça me coûte très simple, donc. Non, mais après, blague à part, non, généralement, quand on est généralement bien préparé, il n'y a pas forcément une préparation spécifique. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à boire de l'eau et à écouter un peu de musique avant de faire mes calls. Mais le but aussi, c'est d'être dans la répétition de l'effort. Donc, forcément, de ne pas forcément couper. Donc, préparer. D'où l'intérêt aussi de remplir correctement son CRM et de mettre les notes sur chaque prospect qu'on va appeler. Donc, c'est tout aussi important et de ne pas s'égarer. Donc, je pense que il n'y a pas forcément de… Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas de solution miracle. Mais je bois beaucoup d'eau avant parce que je sais que je vais en avoir besoin. Ouais. Sinon, pas plus que ça. Et toi, Edmond? Moi, je ne bois pas assez d'eau pour commencer. Et non, moi, je prépare beaucoup avant mon appel. Si mon manager était sur le call, il dirait beaucoup trop. Mais ouais, beaucoup de préparation avant. Le truc que je fais, c'est direct LinkedIn. Je regarde son LinkedIn. Je regarde sa description de poste, voir s'il y a des trucs qui sortent, les skills qu'il a mis. Je regarde un petit peu son activité, ses posts récents. Après, je regarde les conversations, alors du coup, les notes que j'ai sur le compte, voir un petit peu ce que j'ai noté, des autres appels que j'ai eus. Je retourne voir certains des autres conversations que j'ai eues pour voir les notes que j'avais mises. Et du coup, voilà, c'est pas mal de préparation avant chaque appel pour arriver à chaque fois avec un degré de personnalisation qui est plus poussé. Mais des fois, un petit peu excessif et j'aimerais pouvoir… Je pense que ton manager a peut-être un petit peu raison. C'est possible, c'est possible. Je pense qu'il serait très d'accord s'il était là. Non, mais ok. Donc, pas trop de préparation d'un côté, une grosse préparation de l'autre. Ok, donc, moi, je me situe pile au milieu. En tout cas, les conseils que je donne quand je suis en coaching sur des équipes SDR, c'est d'aller chercher toutes les informations qui vont vous faire sentir à l'aise avec le prospect. À l'aise, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est très différent pour chacun de nous. Je sais que pour moi, par exemple, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est un peu ce que tu fais, Edmond, c'est-à-dire d'aller voir le profil LinkedIn. Et pourquoi? Parce que déjà, j'aime savoir à qui je m'adresse. Ouais.
visuellement, j'ai personne, enfin, au téléphone, j'ai pas le visu. Mais j'aime pouvoir mettre un visage sur une voix, sur un nom. Ça me donne une certaine idée. Alors, attention avec ça, parce qu'évidemment, on part avec zéro a priori. Je le dis quand même. OK. Donc, aucun a priori, bien sûr. Mais c'est vrai que de savoir que la personne est passée par telle ou telle ou telle entreprise, ça me donne une idée du secteur et de l'industrie qu'elle a pu adresser. De connaître un petit peu les postes, ça me donne une idée aussi sur sa carrière. Donc, ça ne veut pas dire que je vais m'adresser différemment à une personne plutôt qu'à une autre, mais je me sens plus à l'aise avec la personne avec qui je suis en train de parler. Donc, ça, c'est une première chose. Après, c'est vrai que je ne me prépare pas non plus de trop. Déjà parce que ça prend du temps. Donc, quand on a du volume à faire, c'est difficile d'aller vraiment en profondeur. Mais voilà, LinkedIn, je trouve quand même qu'on a une ligne d'information. Il y a pas mal d'outils qui servent aujourd'hui. Je pense notamment à Human Linker, qui est un super outil qui va vous donner plein d'infos. Thibaut, si tu nous regardes, salut. Pas de pub pour les copains, mais je trouve que c'est un vrai bel outil qui va nous donner énormément d'informations sur le profil, sur l'activité de l'entreprise, sur plein de choses qui va nous servir effectivement, et Edmond, je te rejoins, à aller personnaliser le call. Donc j'essaye de garder mon naturel et ma spontanéité. Ça, c'est une première chose. Et d'un autre côté, j'essaye de me préparer pour savoir à qui j'ai affaire pour être la plus réceptive possible et la plus spontanée possible aussi face à la typologie du prospect que j'ai en face de moi. Ouais. Et pour moi, un autre point que je voulais aborder, c'est aussi la préparation sur l'entreprise. Quand j'ai un nouveau compte, beaucoup de recherches sur ce que fait l'entreprise exactement. Après, peut-être c'est aussi la typologie de notre produit. Parce moi, je vais parler du nombre de contacts qu'on va avoir pour un certain persona. Donc, savoir ce que l'entreprise recherche, c'est important. Mais j'aime beaucoup avoir beaucoup d'informations sur l'entreprise en elle-même. Donc, au début de chaque mois, quand je vais avoir des nouveaux comptes, je vais faire pas mal de recherches là-dessus. Oui, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au maillage dont tu parlais, au mapping dont tu parlais. Effectivement, quand on s'adresse à un nouveau compte, c'est évidemment extrêmement important d'aller comprendre aussi les enjeux du compte auquel on s'adresse. Donc, oui, je te rejoins complètement. Ouais. Et je suppose que dans cette préparation, bien sûr, on sait à qui on s'adresse, on connaît notre ICP, notre persona, on ne va pas y revenir. Même si parfois, ça peut être intéressant pour un SDR d'aller justement être un peu créatif et d'aller s'adresser sur des nouvelles verticales. Mais sur le pitch, sur votre pitch de call, vous êtes plutôt pitch straight to the point, je vais aller chercher le rendez-vous et puis je qualifie un peu mais pas trop, ou il y a une grosse qualif. Comment est-ce que vous y prenez pour créer déjà votre pitch? Alors, c'est une super question. Alors, moi, je suis plus dans le pitch straight to the point. On ne va pas se mentir, bien que ça tend, je pense, à évoluer. On en reparlera certainement plus tard, mais je pense qu'il peut y avoir d'autres manières aujourd'hui de faire son call. Et je pense aussi que c'est important pour un SDR de ne pas être forcément que dans un pitch et aussi à s'essayer à autre chose. Et moi, je suis plus pitch straight to the point, mais j'ai une tendance, on va dire, peut-être à changer un petit peu le discours parce qu'il y a aussi de la qualification à faire. Et donc, forcément, le rendez-vous étant pris, c'est pas forcément dit que ça fonctionne non plus. Donc, c'est pour ça il faut essayer de filtrer un maximum les rendez-vous pris avec les bons rendez-vous. Yes. Ouais. Okay. Ouais, moi, j'ai pas forcément un pitch très fixe. Je fais pas mal de recherches avant le call, trop, on a dit. Du coup, ça change beaucoup. Après, je vais avoir une trame que j'ai préparée qui est assez straight to the point parce que j'aime bien être clair. J'ai pas envie d'être
d'être là, enfin, j'ai envie d'être honnête, d'expliquer vraiment clairement pourquoi je suis là. Donc, mon pitch de base va être assez clair sur le but de mon appel, la raison pour laquelle je l'appelle. Après, moi, je finis mon pitch par une question ouverte à chaque fois pour essayer d'engager un petit peu la conversation. Typiquement, ça va être comment ça se passe pour l'instant. Est-ce que vous utilisez des trucs un petit peu similaires ou comment est-ce que vous faites ça pour engager la conversation. Mais ouais, j'aime bien un pitch assez direct pour faire ça avec transparence, quoi. Je pense que c'est important. Ouais, très important. OK. Moi, si je peux apporter ma pierre à l'édifice sur la construction du pitch, c'est souvent quelque chose que je vois. Et quand j'arrive sur des équipes et on me dit, ouais, non, le pitch qu'on a, il est pas top. Donc, bon, bah, et donc, on le garde, en fait. On se dit pas qu'on va le changer. Non, on n'arrive pas à prendre beaucoup de rendez-vous avec. Ouais. OK. Ben, peut-être que, donc, à un moment, si ça ne fonctionne pas, si ce que vous avez ne fonctionne pas, en fait, changez. Faites un pas de côté, prenez un peu de hauteur et dites-vous, OK, qu'est-ce que je peux améliorer? Si au bout de 60 calls, il n'y a pas un rendez-vous qui tombe, genre, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est que le pitch que vous avez, il ne fonctionne pas comme il faut. Moi, j'aime bien utiliser ce petit framework-là, cette structure. Donc, bien sûr, je me prépare. Estelle nous demandait dans le chat jusqu'où on pousse la personnalisation dans la prospection. On y répondra juste après. Je vois les questions. Mais sur le pitch de call, il y a quelque chose que j'aime bien faire. Déjà, c'est répondre à 3 questions. Quand je l'écris, qui me parle? Donc, je me mets à la place du prospect. OK? Moi, mon téléphone, quand il sonne, la première chose que je me demande, c'est qui m'appelle? C'est qui? OK? Tu vois un numéro que tu ne connais pas, c'est qui? Donc, la première chose à faire, c'est de se présenter correctement. OK? Pourquoi est-ce qu'il m'appelle à moi, Vanessa? Donc, expliquer aussi pourquoi l'idée de l'appel, l'objectif de l'appel, très clair en une phrase. Et enfin, pourquoi est-ce que je dois l'écouter? Pourquoi est-ce que là, moi, je vais prendre du temps pour écouter Donovan qui m'appelle? Donc là, on arrive avec une proposition de valeur extrêmement forte. Et effectivement, derrière, le but, c'est d'aller caler rapidement un rendez-vous, mais moi, j'aime quand même aller qualifier pour que l'AE derrière puisse avoir un rendez-vous, encore une fois, de qualité et qu'il puisse aller transformer. Donc, voilà comment est-ce que je construis le pitch. C'est très court. Un pitch de call, c'est 2 minutes max, mais max. Il faut être, encore une fois, enthousiaste. Il faut être très clair. Il faut qu'en une phrase, je comprenne pourquoi tu m'appelles et ce que tu vas me proposer. En une phrase. Ouais. Si tu commences à aller expliquer ton produit et que tu mets un pied dans la vente, c'est fini. Tu as perdu la personne. Déjà parce qu'elle n'attend pas ton appel. OK. Elle n'est pas là en train de se dire, je ne comprends pas, Donovan, il ne m'a pas encore appelé. Personne t'attend. J'aimerais bien. On aimerait tellement. Mais personne ne t'attend. OK. Potentiellement, peut-être qu'il est en train de faire autre chose et donc, tu le déranges. Et en plus de ça, peut-être qu'il ne te connaît pas. Donc, il va falloir très vite susciter l'intérêt. OK? Et très vite caler le rendez-vous. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est prends le lead sur ton call, cale rapidement ton rendez-vous et derrière, 3, 4, 5 questions de qualification qui sont un must-have pour ton AE derrière. Alors, il faut que tu te dises, si je n'ai pas ça, le rendez-vous, je ne le prends pas. À mon sens. À mon sens. Ouais. Et justement, aujourd'hui, on a l'impression que le SDR, il est un peu tout seul dans sa tour. Mais moi, j'aimerais que vous me parliez aussi du rapport que vous avez avec le reste des équipes, les autres maillons qui composent cette chaîne de vente.
Comment est-ce que vous travaillez est-ce que vous avez des binômes, par exemple? Alors, moi, dans mon cas, je n'ai pas forcément de binôme, parce qu'on a 2 AI. En revanche, la relation, elle doit se faire avec les AI, puisque c'est ce que j'expliquais en off. Moi, je suis primé sur la valeur des deals que closent les AI. Donc, j'ai aussi tout intérêt à ce que ça se passe bien. Et donc, forcément, il y a des rapports qui se créent, mais également pas forcément qu'avec les AI. Ça peut se faire aussi avec les CSM, puisque on évoquait tout à l'heure le premier lien que nous sommes. Donc, forcément, c'est aussi hyper important de noter sur son CRM tout ce qui a pu se dire en amont de la vente. Et également aussi avec le marketing, puisque là, aujourd'hui, on se retrouve à faire ce webinaire. Et donc, du coup, on parle aussi de sujets comme la haute vente. Donc, c'est hyper important d'avoir des relations avec tous les types de chaque branche. Et donc, effectivement, c'est hyper important. Mais pour en revenir à l'AI, en tout cas, oui, j'ai un rapport qui est privilégié, puisque de toutes les façons, j'ai une rémunération. Et donc, du coup, j'ai aussi ce devoir de faire les choses correctement. Ouais. Je mets une parenthèse, Edmond, parce que je l'ai dit tout à l'heure et j'ai vraiment envie de leur dire, mais s'il y a des head of sales qui nous écoutent aujourd'hui, ce que vient de dire là Donovan, ça peut représenter une grosse partie de sa motivation. Je trouve que c'est extrêmement smart de la part de GetAccept d'avoir lié le SDR, c'est-à-dire la qualité de son travail, au résultat de l'AE. Et je trouve que ces deux choses-là, quand elles sont liées, déjà, ça fait que les personnes travaillent les uns avec les autres et ça se tire vers le haut. Et je trouve qu'il y a une super dynamique parce que tu es content de faire ton travail, Donovan, et derrière, l'AE va être content d'aller signer un deal que tu auras parfaitement bien qualifié. Et ouais, je trouve que c'est une très, très bonne idée d'avoir lié les deux, vraiment. Ouais. Donc, bravo, si je peux vraiment rebondir là-dessus, on parlait tout à l'heure de lettre de noblesse. Je pense qu'elle est là aujourd'hui, la lettre de noblesse à avoir pour le métier de SDR ou même de BDR. C'est justement, et je pense que les entreprises de plus en plus font confiance au SDR. Et je pense que c'est hyper important. Tu posais la question, comment on peut rendre les lettres de noblesse à un métier comme ça? Justement, c'est en primant les SDR sur la valeur de ce que l'on apporte aujourd'hui. Et bien ça, sûr. Hyper. C'est ce que j'allais dire, en lui redonnant de la valeur, en fait, en lui redonnant une vraie valeur et la vraie place qu'il mérite. On dit souvent, sans commerciaux, il n'y aurait pas de cash qui rentrerait dans la boîte, évidemment, mais sans SDR, en fait, il n'y aurait pas de commerciaux non plus. Donc, donc tout le monde doit travailler ensemble. Il y a une question de Clémence qui est hyper intéressante. Est-ce que vous avez des exemples de questions de qualification? Oui, Clémence, on en a forcément. Oh, c'est génial ça. Hop, ça s'écrit. On adore. Ouais. Allez-y, les gars. Est-ce que vous avez des questions? Alors, évidemment, hein, c'est propre à chaque entreprise. Mais vous, par exemple, toi, chez Conisme, Edmond, qu'est-ce que tu poses comme question de qualif? Moi, ça va être très, très connecté aux produits qu'on vend. Les questions de qualification, ouais, ça va être essayer de comprendre un petit peu plus sur leur processus commercial. Est-ce qu'il y a un use case? Donc, pour nous, est-ce que cette personne-là va faire de la prospection? Est-ce qu'ils ont besoin de données? Est-ce que leur CRM il est désorganisé? Est-ce qu'il y a un budget aussi? Des choses comme ça. Mais ouais, de toute façon, les questions de qualification, c'est très lié au produit et c'est juste des questions qui vont te permettre de savoir est-ce qu'il peut y avoir un intérêt pour cet outil ou pas. Donc, alors, est-ce qu'ils ont des problèmes avec ça? Ça, c'est hyper classique. Tu vois, est-ce que, pour moi, est-ce que vous êtes satisfait des données que vous avez? Est-ce que c'est quelque chose où vous pensez qu'il pourrait y avoir de l'amélioration, des choses comme ça? Ok. Clémence, je peux rajouter, tu sais, tu peux aussi, je te tutoie. Voilà. Tu peux aussi rajouter tu peux t'appuyer, sur un médic, par exemple, en reprenant quelques petites informations, notamment sur est-ce que tu es avec la bonne personne au téléphone? Est-ce que c'est lui qui va engager la conversation derrière? L'intérêt aussi, tu peux aussi très bien demander si concurrence il y a, quelles ont été leurs motivations pour aller choisir ce prestataire-là plutôt qu'un autre, comment est-ce que ça se passe,
Il y a beaucoup de questions. En fait, je pense que les questions de qualification, elles sont là, évidemment, pour aller recueillir de l'information. Mais au-delà de ça, je pense qu'elles sont là aussi pour aller créer de l'échange Oui. et des liens. Non, moi, il y a une question que j'aime bien poser. C'est quels sont ses besoins et surtout quels sont ses objectifs à court terme. J'aime bien poser cette question parce que tout de suite, ça ouvre pas mal de portes. Donc, on parle beaucoup, je sais qu'à l'époque où j'étais chez Econo, on parlait beaucoup d'entonnoir. C'est une question qui est ultra ouverte et donc, du coup, ça laisse le champ des possibles et ça remet aussi du lien. C'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment à la personne. Et j'aime bien aussi poser cette question-là parce que ça permet aussi de raconter plein de choses. Bien sûr. Et autre chose, je sais que sur certains postes de SDR ou de BDR, on va jusqu'au… alors, ce n'est pas du discovery call, hein, on n'est pas sur vraiment de l'appel de découverte, on est encore une fois sur de la prise de rendez-vous, mais on peut avoir une qualification qui peut aller très, très loin, notamment sur du produit un peu complexe ou sur de la vente complexe en tout cas. Donc, Donovan, est-ce que tu t'en rappelles de toutes ces questions ouvertes, par quoi ça doit commencer? Alors, oh là là. Oh là là. Voilà. Alors, non, un petit moyen mémotechnique. Évidemment, favoriser la question ouverte, toujours. C'est QQ, c'est occupé, non? Je crois que c'est… Oui, c'est QQ, c'est occupé. Comment, qui, pourquoi, je ne l'ai pas dans l'ordre, quand, où. Quand vous faites commencer évidemment toute votre phrase comme ça force la personne à l'échange et à la discussion. Évidemment, si elle veut. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple plutôt que d'aller lui poser une question qui commence par est-ce que, où la réponse sera potentiellement un oui ou un non. Ça ne va pas faire avancer le débat, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Donc, ouvrez un maximum les questions. J'espère, Clémence, qu'on a répondu… attends, elle a une autre question. Clémence, elle est hyper curieuse. Comment préparer au mieux le fichier de prospection? Est-ce qu'il doit être fourni par l'AE? Ça dépend vraiment de l'organisation de l'entreprise. Préparer au mieux le fichier de prospection, pour moi, Cognizant, bien entendu. Non, enfin, ça dépend vraiment de l'organisation, je pense. Nous, personnellement, la manière dont on le fait, on va avoir des comptes qui vont nous être donnés par… nous, on a une section de Sales Ops, du coup, qui vont chercher des comptes qui ont un bon fit avec ce qu'on va faire. Et donc, après, c'est à nous nous, on utilise notre outil, du coup, pour après populer le compte, mettre des prospects en séquence, des choses comme ça. Et après, nous, on a aussi la possibilité de choisir des comptes à travers le quarter pour un petit peu choisir des comptes qui pourraient nous intéresser. Donc voilà, après, ça dépend vraiment. Je ne sais pas comment toi, ça se passe, Donovan. Alors moi, j'ai pas forcément de fichier. Donc moi, je fais beaucoup à la mano. Donc c'est beaucoup de mapping de comptes. Moi, j'ai vraiment un vrai travail de recherche à faire. Donc j'utilise des outils que je pense que tout le monde connaît, hein. Casper et Sales Navigator. Mais moi, essentiellement, je reçois pas forcément de fichiers préétablis. Et c'est ça, on parlait aussi beaucoup de liberté. Et là, au moins, c'est vrai que j'ai vraiment une liberté sur le choix des entreprises que je cible. Donc, c'est toujours hyper intéressant. Ouais. Mais beaucoup de mapping de compte de mon côté. Énormément. Et peut-être une petite note, si vous avez une liberté complète sur le choix des comptes, vous éparpillez pas trop. On peut pas se concentrer à 100% sur 200 comptes. Faut essayer de restreindre un maximum ce nombre-là. En avoir priorisé. Moi, je pense que je travaille à fond sur 15 comptes. Il y en a peut-être une trentaine que je travaille un petit peu plus passivement de temps en temps. Et puis voilà, quoi. Je sais pas comment tu t'organises, Donovan, si tu tapes sur pas mal de trucs à la fois. Alors moi déjà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, généralement, je cible en fonction de l'ICP et du persona. Donc, généralement, je prends un exemple très concret. Quand c'est de l'événementiel, je prends toutes les entreprises en événementiel. Je prends des exemples de clients que nous avons. Et ensuite, après, je vais comprendre aussi leurs besoins, c'est-à-dire pourquoi elles sont venues chez nous, qu'est-ce qui les a attirées dans notre produit. Et en fonction, ensuite, je vais parler
du produit et parler surtout de pourquoi aujourd'hui on nous a choisi chez nous. Mais essentiellement, je me perds pas. Quand c'est de l'événementiel, c'est de l'événementiel. Quand c'est du recrutement, c'est du recrutement. Quand c'est de la tech, c'est de la tech. Parce que chaque entreprise a ses propres modes de langage également. Yes. Clémence pose une autre question. Sur la base de votre expérience dans le cadre de la prospection B2B ciblant les C-level, quels sont selon vous les meilleurs moments pour appeler? Il n'y a pas de meilleur moment, Clémence. À tout moment, tu peux appeler. J'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que les C-level, on a toujours un peu d'appréhension parce qu'on se dit qu'ils sont quand même peut-être beaucoup prospectés, qui sont difficiles d'accès. Donc, déjà, il va falloir que tu inscrives cette prospection peut-être dans la durée. Et j'en parlais tout à l'heure, essaie un maximum d'aller préchauffer cette cible-là. N'hésite pas. Tu en choisis une trentaine par mois et tu te dis que tu vas te concentrer. Je dis 30, mais encore une fois, ce sont des chiffres chacun avec les KPIs qu'il doit avoir fait à sa sauce. Mais tu en choisis X par mois et tu te dis, je vais me concentrer sur cela, sans oublier bien sûr ton travail à côté. Mais tu te concentres et tu viens créer du lien avec ces gens-là. Tu commences par LinkedIn. Soyez aussi actifs si vous le pouvez sur LinkedIn pour qu'on vous voit, que vous soyez visible un maximum avec du bon contenu, avec de la valeur et n'hésite pas à rentrer en contact avec ces gens-là. Un C-level, c'est rien d'autre qu'une personne qui a peut-être un poste effectivement qui est avec beaucoup de responsabilités, mais c'est une personne comme toi et moi qui aime l'échange, qui aime parler, qui aime qu'on s'intéresse à lui. Et ce que je dis n'est pas anodin. Si vous voulez une bonne manière de rentrer en contact avec des C-level, évitez de parler vente. Détachez-vous de votre produit et demandez-leur leur avis, leur œil d'expert, leurs conseils. Les gens aiment donner des conseils. Les gens aiment donner leur avis, à juste titre parfois parce qu'ils ont des avis très intéressants, mais détournez un petit peu les choses. Ne soyez pas trop frontal sur de la prise de rendez-vous. Parfois, ça peut être aussi, sur du long terme, un très bon moyen de rentrer en contact avec les C-level. J'espère que j'ai répondu à ta question, Clémence. Pourriez-vous expliquer le cycle de vente jusqu'au moment de la passation du lead à l'AE aussi? Comment faites-vous pour générer des leads? Utilisez-vous un outil particulier? Les gars? Ouais. Moi, c'est très, très simple dans mon cadre à moi. J'utilise ma solution très simplement. C'est-à-dire qu'en gros, quand je sais que j'ai pris le rendez-vous, alors soit moi, soit l'AI, on l'incorpore dans une digital sales room. Et donc, du coup, on va commencer à l'engager dès le moment où on a eu son accord pour son rendez-vous. Donc, à partir de ce moment-là, on commence déjà à le mettre dans une room digitale de façon à l'engager tout de suite dans le process de vente. Et ouais, pour moi, du coup, le cycle de vente jusqu'au moment de la passation du lead. Du coup, moi, la passation du lead, elle se fait dès que je book le meeting. Donc, le cycle de vente, pour moi, ça va être j'ai des comptes, je génère des leads sur ces comptes-là. L'outil que j'utilise, Cognism, mais on peut en utiliser d'autres, il n'y a pas de problème. Et donc, ouais, on génère des leads. J'appelle, mon cycle de vente, c'est j'appelle d'abord des personnes plutôt qui ne sont pas décisionnaires, essayer de comprendre ce qui se passe sur le compte, récupérer des informations. Après, je passe, du coup, une fois que je pense avoir assez d'informations, je passe au décisionnaire, j'engage une conversation. Voilà. Et puis après, en fonction de ce que le décisionnaire me dit, le cycle de vente s'arrête là pour moi, ou je sais pas, il demande un mail, j'envoie des informations, des choses comme ça. Voilà. Okay. Quelqu'un. Oui, sur la génération de leads, il y a plein de moyens. Bien sûr, Cognism pour venir enrichir des bases avec Casper, on l'a tous fait. Vraiment grande qualité des numéros de téléphone, par exemple, et autres data.
Et puis, il y a effectivement, plein d'autres entreprises qui vont vous aider sur de la génération de leads. On a une autre question de Laïla. Donc, en fait, ce n'est pas Clémence qui pose les questions. Clémence, excusez-moi. Tout à l'heure, je dis Clémence. Ce n'est pas Clémence. Donc, déjà, c'était une question de Walt tout à l'heure. Là, maintenant, on a une question de Laïla. Quel délai laisser avant de relancer? Laïla, est-ce que tu peux préciser ta cible? Parce que suivant la cible que tu as, ça ne va pas du tout être le même délai. Je te donne un exemple très concret. J'ai passé 8 ans chez Groupon. Groupon, c'est avant tout du commerçant, de l'artisan. Donc, le délai, je pouvais appeler tous les 2 jours, aucun problème, ou toutes les semaines. Sur des comptes un petit peu plus complexes, comme j'ai pu avoir sur d'autres entreprises dans lesquelles je suis passée, le délai peut être beaucoup plus important, beaucoup plus long. On peut aller jusqu'à 15 jours, parfois 1 mois. La seule chose peut-être, Laïla, le conseil que je peux te donner, c'est de ne pas perdre le fil rouge que tu as tiré avec ce prospect-là. Donc, tu l'as eu une première fois au téléphone. Essaie de garder le lien avec du contenu, avec un livre blanc que tu vas envoyer, avec un webinar que ta boîte va faire sur lequel tu as très envie qu'ils viennent participer ou juste regarder. Rebondis sur une actualité que tu vas voir, par exemple, je te dis n'importe quoi, tu as eu au téléphone un prospect il y a 3 semaines, entre-temps, l'entreprise a fait une levée de fonds. C'est vraiment le meilleur moment pour le rappeler, ne serait-ce que pour le féliciter. Cible RH. OK, on l'espace un petit peu. On n'appelle pas tous les 2 jours. Ouais, et pour relancer, c'est quoi pour toi? Ça veut dire que cette personne-là, tu as eu un appel avec elle et puis elle t'a dit « ouais, ça ne m'intéresse pas ». C'est ça ou c'est juste tu as eu un premier contact? Ça dépend vraiment pour moi du contexte beaucoup. Et ça dépend de la raison pour laquelle, si c'est un rejet, pourquoi est-ce qu'on t'a rejeté? Quelle raison est-ce qu'on t'a donné? C'est important de comprendre la raison parce que je pense que ça va beaucoup, beaucoup dépendre de ça. On me dit il n'y a pas de budget pour l'instant, je vais le relancer à un certain moment. Si on me dit ah, là j'ai plein de travail, c'est pas le bon moment, ou on a un gros sujet en ce moment, on est en train de clôturer. Enfin, ça dépend vraiment du coup. Bien sûr. Du coup, voilà, ça dépend, il faut s'adapter. Et dernière chose, Laïla, mais c'est valable encore une fois vraiment pour tout le monde, pour qu'une relance elle soit efficace. Edmond vient de donner plein d'exemples, mais pour qu'une relance soit vraiment efficace, votre CRM, c'est vraiment votre meilleur ami. C'est votre meilleur ami parce que tous les détails comptent. Je vous donne juste une toute petite anecdote, mais qui a fait mouche. Une cliente, un prospect que j'ai au téléphone avec qui moi, je n'ai pas été SDR pur et dur, j'ai toujours fait du full cycle, mais donc je faisais de la prospection et un prospect me dit, écoutez, je suis enceinte, je ne vais pas tarder à accoucher, donc rappelez-moi, bien sûr. Et j'ai noté le moment où je l'avais eu au téléphone, ce côté, je ne vais pas tarder, je m'étais dit, allez, peut-être d'ici 2 mois, hop. Donc, je m'étais calé un rappel 3 mois plus tard. Et la première chose que je lui ai dit, c'est écoutez, déjà, avant tout, félicitations. Et elle était extrêmement touchée. Extrêmement touchée. Mais si on n'a pas ce niveau de détail derrière sur la relance, ça peut être parfois un peu compliqué. Et tout ce que tu disais là, rappelez-moi plus tard, ce n'est pas le bon moment, on n'a pas clôturé nos budgets. On n'a pas le temps, on est sur d'autres sujets. C'est autant d'informations qu'il faut absolument remplir dans le CRM qui vous servira sur vos relances. Ouais. Je vois le temps qui file. Il est déjà 12h25. Donc, est-ce qu'on ne se mettrait pas peut-être à clôturer ce webinaire? Sauf si tout le monde veut rester, et moi, il n'y a pas de souci. Hein, on peut encore faire un débat si vous voulez. Il nous reste encore 1 heure si vous le souhaitez. Non, mais peut-être que si des gens ont des questions, on peut se garder 5 minutes là pour d'autres questions si vous voulez, avec grand plaisir. Question, selon vous, un AE à qui on demande de faire du SDR, est-ce viable dans le temps? Alors, moi, je peux répondre à cette question très simplement parce qu'aujourd'hui, chez GetAccept, les AI ont un devoir de faire de la prospection. Donc, je pense que c'est plus que viable. Et
Ça me paraît être c'est intéressant aussi. Et puis, je pense que l'AI a d'autres qualités que n'a peut-être pas forcément un BDR dans la compréhension. Donc, je pense que c'est intéressant aussi. Moi, j'aime bien revoir l'école des AI parce qu'ils ont des tips que moi, j'ai peut-être pas forcément. Et donc, c'est intéressant. Et je pense que c'est viable dans le long terme, en tout cas. En tout cas, à mes yeux, je pense que c'est hyper important d'avoir ce rôle. Ouais. Moi, pour notre expérience ici à Cognizum, comme on a ouvert la région récemment, on a beaucoup de demandes. Donc les AI n'ont pas forcément le temps de faire ça. Au calendrier, ils sont super booked. Ils ont 10 démos par jour, quelque chose comme ça. Donc non, pas le temps de faire du SDR. Donc là, ce serait pas viable. Mais par exemple, on a d'autres régions où le marché est un petit peu plus mature, il y a plus de temps. Si on a le temps, c'est une activité qui est super de pouvoir générer soi-même son business, c'est important. Et donc voilà, pour moi, ça dépend de ton calendrier. Est-ce que c'est viable par rapport à ton emploi du temps? Si tu as le temps, ouais, je pense que c'est une super activité qui te fait comprendre le process mieux. Et puis voilà, quand tu arriveras après en tant que AI, en plus quand tu arrives sur la démo, tu as toutes les informations. Il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est que le rapport aussi se fait dans les deux sens. On parlait de rapport. L'AI, voilà, il a aussi ce rôle-là de passer des calls. Et je pense que on parlait de binôme tout à l'heure, c'est aussi ça. Ça veut dire qu'on est dans la compréhension du métier de l'un comme de l'autre. Et en faisant des calls et en passant des calls, ça permet aussi de se dire que c'est pas un métier évident d'être SDR. Donc c'est bien aussi que l'AI le fasse de temps en temps. Et qu'il se rappelle. Je vais juste rajouter une petite chose sur toutes les expériences que j'ai pu avoir et aussi quand je vais coacher en entreprise. Tout le monde n'a pas la chance, et je dis bien la chance, d'avoir un SDR à ses côtés. Donc, tout le monde n'a pas cette chance-là d'avoir quelqu'un qui va lui générer des rendez-vous. Donc, quand on n'a pas cette chance-là, parce que ça dépend énormément de la structure de l'entreprise et de l'organisation du pôle commercial de l'entreprise, évidemment. À titre personnel, je n'ai jamais eu d'SDR. Donc, j'ai toujours fait ma propre prospection, mes rendez-vous, mes closings et même parfois ma gestion de compte parce que j'ai eu parfois des portefeuilles importants. Je pense que c'est complètement faisable parce qu'évidemment, tu n'auras pas les mêmes objectifs que si tu étais que SDR ou que AE. Donc, les objectifs vont être corrélés à ce qu'on va te demander de faire. Donc, si tu es un AE qui va faire en plus de la prospection, tu n'auras forcément peut-être pas les mêmes objets que si tu étais juste AE à faire les rendez-vous qu'on te prend. Donc, tout est corrélé et généralement, c'est quand même extrêmement bien pensé de la part des managers et des head-off pour que tout fonctionne. Et si tu es AE et qu'on te demande en plus de faire de ta propre prospection, ta propre prise de rendez-vous, c'est vraiment une question d'organisation et de priorisation des tâches. Et crois-moi, ça se passe extrêmement bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais, il y en a une petite sur… Ouais, voilà. Ah, faut-il laisser un message? Oula. Alors, je peux répondre, les gars? Vas-y. En fait, je vais te poser la même question. Je ne sais pas qui a posé cette question, mais est-ce que déjà, est-ce qu'on laisse des messages encore en 2024? Ça, c'est ma première question. Moi, je ne laisse pas de message. Et quand on me laisse un message, je rappelle, en fait, je vais rarement écouter les messages. Je vais rappeler tout de suite. Ouais. C'est la même chose. Ouais. C'est comme les mails. Je suis pas fan du message. Je suis pas fan du message. Par contre, je suis très fan. Je suis très très fan du vocal LinkedIn. Je suis très fan du vocal LinkedIn. Je le dis, je trouve que c'est un canal qui n'est pas du tout exploité. Donc, testez-le. Je l'ai testé. 100% de taux de réponse. Ils doivent être claqués, mes vocales, alors. Je n'ai clairement pas 100% de réponse sur mes vocaux. Bon, mais je suis d'accord. On en parle après. Je te donne des chiffres après.
Ouais, la première partie de cette question, c'était on demandait pourquoi, donc si on laisse un message, la première partie, en fait, c'était que les personnes ne répondent pas quand je les appelle. Et on me dit, c'est vous qui avez essayé de m'appeler la semaine dernière. Et du coup, est-ce qu'il faut laisser un message pour. Mais voilà. Non, alors franchement, toujours pas. Ouais. Non, Ouais. toujours pas. Non, parce qu'en plus de ça, je trouve que laisser un message, c'est potentiellement se tirer une balle dans le pied. Ouais, c'est ce que j'allais C'est-à-dire dire. que tu vas dire pourquoi tu appelles, potentiellement la personne va dire oh, non, je ne vais pas répondre, je n'ai pas besoin, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est un poste qui bloque ton numéro de téléphone et que tu ne puisses aussi, ouais. Ouais. Et quand on dit c'est vous qui m'avez appelé la semaine dernière, bah, la réponse est simple, oui, j'ai essayé de vous joindre parce que blablabla. Même c'est presque plus facile de rentrer dans l'appel, donc pas avoir peur de ça. Voilà. Mais oui, c'est moi qui vous ai appelé la semaine dernière. Je suis ravie de pouvoir vous avoir cette semaine au téléphone. C'était plus compliqué la semaine dernière. Enrobé. J'ai absolument cherché à vous joindre. Exactement. Je suis tellement contente de vous avoir au téléphone. Mais ça va peut-être être le moment de se dire au revoir. Ouais. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. On est monté jusqu'à 80 personnes, donc c'est très, très cool. Il y a eu des super questions. J'espère qu'en tout cas, ça vous a peut-être réconcilié avec le métier d'SDR. Vous n'étiez peut-être pas fâchés, mais en tout cas, ça vous l'a fait découvrir peut-être avec un autre regard, avec un autre prisme. Et c'était l'objectif. J'espère qu'on vous a apporté de bonnes réponses sur vos questions sur la prospection, qu'il y a eu des bons conseils qui ont été partagés. Je pense que oui, mais en tout cas, je l'espère profondément. N'hésitez pas à venir nous ajouter sur LinkedIn. Moi, je réponds à tout le temps, à tout le monde, à toute heure. Je suis très dispo. Donc, si vous avez encore une fois des questions, vous n'hésitez pas. On est aussi là pour ça. Et merci beaucoup, Donovan. Merci, Edmond. Merci, GetAccept et Conisme pour l'organisation de ce super webinaire. Et puis, à très bientôt. Merci à tout le monde en tout cas. Merci à Vanessa et merci à Edmond pour ce webinaire. Merci beaucoup et merci aux organisateurs aussi. Ouais. C'était sympa. Ouais. Au plaisir. Merci les gars. Je vous laisse retourner à vos calls pour cet après-midi. Yes. Allez. À bientôt. À bientôt. Au revoir.